Bonjour à tous. On va commencer. Je ne présente pas Patrick Bouchain, d'une part parce que vous le connaissez, d'autre part parce qu'il va très bien se présenter tout seul et il a déjà commencé. C'est une personne et c'est aussi, comme vous le voyez, une façon de prendre les choses. Simplement, voilà, au nom de toute l'équipe et au nom de toute l'école, je te remercie, Patrick, de bien vouloir intervenir ici. Et je te laisse la parole. Donc, comme vous le voyez, si vous voulez, c'est toujours très compliqué de prendre la parole. Et c'est plus facile quand on est invité ou qu'on a l'autorité de la prendre. Et c'est très dur de la partager. C'est compliqué parce qu'on n'est pas tous du même niveau. Et avant de se mettre à niveau, des fois, c'est plus long que le temps d'une conférence ou d'un cours. Et donc on est dans un monde où on n'arrête pas de communiquer. C'est tout le temps, on est tout le temps d'ailleurs en train de téléphoner, de communiquer, d'envoyer des SMS. Et en fait, quand on a du mal à échanger des points de vue contradictoires. On est dans une société donc contradictoire. Enfin, toutes les sociétés sont contradictoires. On est dans une société démocratique qui est complexe, puisque donc on a le droit d'association, le droit de la parole, on a le droit des opinions, on a le droit donc de pratiquer la religion que l'on veut. Et on voit qu'à chaque fois, il y a un repli communautaire ou un repli techniciste. On a tendance à se remettre sur voilà, ce que l'on sait, le milieu auquel on appartient. Et donc pour les architectes, c'est très compliqué. C'est un milieu, comme beaucoup, mais comme toute profession dite libérale, elle a un repli corporatiste, on pourrait dire. Donc le monde là, dans lequel on rentre va être pour vous très différent. Il y aura sûrement toujours des corporations, mais peut-être des passages ou des passerelles de corporation à corporation, parce qu'il y a des pratiques qui disparaissent, que ce soit des pratiques de construction ou des pratiques de conception ou des pratiques de gestion. Et donc vous allez rentrer dans un monde très, très compliqué. Et donc depuis 40 ans, j'essaye, moi, de sortir des pratiques corporatistes, c'est-à-dire de sortir des langages ou des techniques qui font qu'on ne se comprend qu'entre nous. C'est-à-dire qu'on ne permet pas aux autres de comprendre ce que l'on fait. Et comme l'architecture est un art très populaire, on pourrait dire, c'est un art, c'est sûrement l'art le plus usité, puisque nous habitons tous, où nous pratiquons tous, tout le temps, l'architecture. On le voit bien dans cette école vous-même, on vous enseigne l'architecture, mais en même temps, les lieux dans lesquels on vous enseigne l'architecture, vous les pratiquez, et vous venez de voir qu'en déplaçant une chaise, on peut s'approprier un lieu et donc le pratiquer autrement. Et donc, on va essayer de faire un échange entre nous, parce que moi, voilà, je suis à la fin de ma vie professionnelle, que j'ai donc pendant une quarantaine d'années tout le temps tenté d'expérimenter, c'est-à-dire donc de ne considérer que les choses n'étaient pas acquises, ou tout au moins que l'architecture était expérimentale, et qu'il fallait l'expérimenter pendant qu'on la conçoit, qu'on la réalise, qu'on la construit, ou pendant qu'on la commande, c'est-à-dire quand on définit quelle architecture à commander. Donc j'ai sans cesse remis en cause donc, ce schéma classique qui est une demande, une commande, une conception, une construction, un usage, vous voyez, qui est l'enchaînement linéaire classique d'une architecture nouvelle que l'on doit construire. Et donc, comme la société change dans ses usages, change dans sa production et éventuellement change dans l'expression de ses besoins et de ses désirs, et peut-être que même le temps de la construction de l'architecture, quelquefois, se trouve dans un temps plus long que n'est l'équipement pour lequel on va réaliser une construction qui doit répondre à une demande. On a, et vous commencez à le voir, c'est tout à fait nouveau, on a des architectures qui quelquefois sont finies
et ne correspondent pas du tout à l'attente, et on démolirait presque quelque chose qu'on n'a jamais utilisé. Et donc c'est invraisemblable à une époque où on n'arrête pas de dire qu'il faut faire une économie de matière et économie d'énergie et autres. Donc on n'aura jamais autant dit qu'il fallait conserver, et on n'aura jamais autant détruit des choses que l'on n'aura pas utilisées. Et on n'aura même pas pu dire ça ne correspond pas, donc on le démolit parce qu'on n'en a plus besoin. On démolira, et on démolit déjà des choses qui n'ont jamais servi. On l'a vu pour des grandes infrastructures urbaines, des autoroutes, des voies rapides et autres, qu'on a projeté, dont on en a fait un morceau, dont on n'a pas fini le morceau, et on détruit aujourd'hui le morceau que l'on a construit, et on a gelé pendant très longtemps un morceau que l'on avait réservé pour éventuellement l'extension de cette infrastructure. Alors du coup, j'ai donc voilà, tout le temps remis en cause, et ça pourrait être le thème de notre conversation, c'est comment la question pourrait-elle être posée ? Là, parce que très souvent, si vous voulez, on répond à une question et on essaye de savoir si on a une réponse à la question. Donc, ce n'est pas avoir une meilleure réponse à une question, c'est est-ce que la question peut-elle être reposée autrement et voire donc, de fait, ne pas avoir de réponse, et donc il n'y a rien à faire, ou éventuellement, dans la question reposée, une autre réponse ou une autre demande arrive, et éventuellement, c'est pendant le mouvement opéré, pendant qu'on se repose la question, qu'on pourrait dire la conception où la vie se transforme. Alors donc ça, c'est la première chose qu'on va voir ensemble. Comment la question pourrait-elle être posée autrement ? Ou comment pourrait-on se reposer autrement la question ? Ou comment la question pourrait-elle se poser ? Et c'est pas tout à fait pareil. Et certains diraient quel est l'art de la question ? Vous voyez, non pas l'art de la réponse. Quel pourrait être l'art de la question ? Et l'autre chose, c'est que donc j'ai décidé d'arrêter ma vie professionnelle au sens classique du terme et de reprendre de l'enseignement. Il y a une dizaine d'années, après avoir été retenu pour la Biennale de Venise, j'ai décidé de créer ce qu'on appelle une université foraine. C'est-à-dire de créer une université qui serait sans lieu, sans professeur, sans élèves, mais qui aurait un objet ou qui aurait une question. On ne se déplacerait que là où il y a une question, pour voir si la question est bien posée ou est-ce qu'on peut reposer la question. Donc elle est foraine pour ça, elle n'est pas foraine parce qu'elle est festive, elle est foraine parce qu'elle est mobile sur le plan intellectuel, elle est foraine parce qu'elle n'a pas de lieu, elle n'a pas besoin d'infrastructure pour opérer, elle est en fin de compte le moment de la réunion de personnes qui veulent se reposer la question, et en se reposant la question, on pourrait dire de faire société. Donc je suis un peu aussi à la fin de très grandes expériences donc, de l'université foraine, dans des villes, sur des sujets, et j'ai participé donc à la rédaction d'un article dans une loi qui a été promulguée donc, en juillet 2016, qui s'appelle Loi Création, Architecture et Patrimoine, qui est une loi sur l'architecture. Et dans cette loi, donc, j'ai travaillé sur un article, qui est l'article 88 de cette loi, qui s'appelle Permis de faire. Et donc c'est une sorte de pied de nez qui est-ce que quand on demande la permission de, est-ce que cette permission qui nous est donnée et nous est donnée avec de telles règles que l'action devient coercitive, ou est-ce qu'à un moment donné, on peut permettre de faire, c'est-à-dire de donner une liberté de faire, et cette liberté de faire rend responsable la personne qui donc prend cette liberté de faire, et cette personne est jugée a posteriori, a posteriori, et non pas a priori. C'est-à-dire que très souvent aujourd'hui, on nous juge a priori en nous donnant le droit de faire, en respectant telle ou telle règle, et non pas a posteriori quand les choses sont faites, pour dire est-ce que la chose faite correspond à la question qui a été posée. Alors, je me suis appuyé sur un texte qu'on avait plus ou moins découvert par une jurisprudence avec Daniel Buren quand on avait fait le Palais Royal, puisque faisant l'œuvre de Daniel Buren au Palais Royal, et j'en étais l'architecte, j'ai eu une interdiction de réaliser l'œuvre
parce qu'elle ne correspondait pas aux critères patrimoniaux ou aux critères de la commande, parce qu'il n'y avait pas une mise en concurrence de l'artiste ni de l'architecte, hein, et qu'on a gagné donc au Conseil d'État par une défense qui disait que toute œuvre, pour être jugée, doit être terminée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger une œuvre avant qu'elle soit faite, il faut qu'elle soit faite pour qu'on puisse porter un jugement sur l'œuvre. Alors c'est sûr que pour une architecture, on pourrait dire que c'est quand même compliqué, ça entraîne plus de monde que ne l'entraînerait la réalisation d'une œuvre. C'est faux, parce que si on ramène ça à une œuvre qui s'inscrit, on pourrait dire, dans les industries culturelles, vous prenez un film, mettons, c'est sûr qu'un metteur en scène qui a une idée de faire un film, il a une idée qui a été nourrie par éventuellement une lecture qu'il a faite, un événement qui s'est passé, une problématique qui le concerne et tout, et il doit donc réunir autour de lui l'ensemble des personnes et les moyens pour réaliser ce film, et le film ne peut pas être fait avant d'être montré au public. On ne peut pas faire une maquette d'un film pour savoir si le film marchera commercialement. Il y a bien à un moment donné une prise de risque et pour une valeur et qui entraîne un nombre phénoménal de gens sur le plan économique, qui est à peu près l'équivalent de la construction d'un immeuble. C'est qu'il y a bien un financier, donc un producteur et une équipe qui se constitue pour réaliser un objet dont l'objet est soumis à l'opinion publique, que ce soit la critique savante, donc des critiques de cinéma ou le spectateur lambda, et vous l'avez vu, c'est pas en mettant tous les ingrédients qui ont fait la réussite d'un précédent film qui permet que le second marche, ni en mettant les mêmes acteurs, les mêmes réalisateurs et ainsi de suite. C'est comme ça, il y a une sorte d'alchimie. L'architecture est malheureusement jamais mise comme ça à la critique de ses habitants. C'est-à-dire qu'on demanderait éventuellement, dans une fausse architecture participative, l'avis des gens avant pour qu'ils expriment un désir, mais jamais on construirait quelque chose qui n'aurait pas de modèle, dont on dirait le jugement de ce qui est fait, c'est par l'appropriation que les gens feraient de l'architecture. Donc on ne peut pas faire un transfert ou un équivalent cinéma-architecture, on ne peut pas faire un équivalent art et cinéma ou art et architecture, mais on peut dire qu'au niveau de la création, c'est à peu près la même chose. Peut-on représenter quelque chose qui n'est pas encore représentable, parce que cette chose n'est pas encore totalement conçue pour être représentable. Elle peut être représentée pour donner une indication, au même titre qu'un scénario de film peut donner une indication de ce que serait l'histoire. Peut-être que le talent d'un metteur en scène peut donner l'indication de ce que plastiquement le film peut donner, mais si vous regardez certains metteurs en scène qui font volontairement chaque film différent, prenons par exemple Stanley Kubrick, qui n'a fait que 13 films et dont les 13 films sont totalement différents, et les 13 films sont une exploration d'une autre façon de traiter un sujet, on pourrait penser donc que l'architecture devrait être soumise à la critique, et à une critique de nous-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes habitants, nous ne sommes pas des spécialistes non-habitants, et nous construisons pour des habitants. C'est ça qui est formidable, et c'est pour ça que c'est un art réellement populaire. Nous sommes nous-mêmes habitants, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes habitants depuis notre petite enfance, puisqu'on a donc grandi dans des architectures. On est habitant peut-être dans des architectures qui viennent d'un autre pays. Si on est migrant et qu'on vient dans ce pays, on vient avec sa culture. Et donc on pourrait dire aujourd'hui, pas une architecture qui est nourrie de cette richesse de ses habitants. Alors, est-ce qu'on peut permettre que dans la loi, ce permis de faire, on pourrait dire, ou cette liberté de faire, donnerait à quelqu'un qui aurait envie de construire autrement la possibilité de le faire pour atteindre des objectifs que la société a définis, comme peut-être construire plus écologique, construire plus social, construire plus culturel, construire plus économique, ou je ne sais pas quoi. Donc on pourrait dire, j'ai de cette personne, de ce groupe, une proposition
en tant que détenteur ou donnant l'autorisation, j'autorise sur cette idée ce groupe et cette personne de réaliser quelque chose, car je sais que ces personnes ont une éthique ou une conduite intellectuelle qui me permet de croire qu'ils iront vers le meilleur et non pas vers le pire. Et si on va vers le pire, eh ben, on devrait être jugé a posteriori par la loi, quelqu'un qui a volé, mal construit et autres. D'ailleurs, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que même quand on construit dans la loi, s'il y a un effondrement de l'immeuble, un désastre et autres, il y a bien un contentieux qui s'installe, et ce contentieux est jugé par des textes voilà, qui font loi et que l'on connaît. Donc on sait que voilà, si j'ai un couteau sur moi, j'ai un couteau, mais je n'ai pas un couteau pour tuer, par exemple. Et si je tue avec le couteau, ce n'est pas le couteau qui est interdit, c'est de tuer. Voilà, donc on pourrait dire à ce moment-là, s'il faut tout interdire, voilà, on ne pourrait rien avoir sur soi, on ne pourrait même pas déjeuner dans un restaurant, parce que je peux tuer avec une fourchette, je peux tuer avec le couteau, je peux tuer avec une bouteille que je casse et tout. Donc on ne voit pas pourquoi d'un seul coup on interdit certains objets pensant que ces objets tuent. Non, les objets tuent parce que quelqu'un veut tuer, mais ce n'est pas l'objet qui tue. Alors, c'est un peu compliqué, donc j'ai écrit ce texte à plusieurs mains, parce qu'une loi, ça s'écrit à plusieurs mains, et après, il y a quelqu'un qui fait une synthèse des différentes propositions. Cette synthèse est soumise à débat, donc ça a été soumis, d'abord, il y a des commissions préalables, et ensuite c'est soumis à débat, et c'est soumis donc aux élus donc, de l'Assemblée nationale, le législateur, et en même temps, comme il y a 2 chambres en France, le texte est soumis au Sénat, et donc il est soumis en première lecture à l'Assemblée nationale, et c'est là où arrivent les amendements. Donc il y a des gens qui considèrent que, et on soumet donc l'avis complémentaire positif ou négatif à la loi, donc c'est ça le but d'un débat d'une assemblée. Et ensuite, pour s'assurer qu'on peut avoir un autre point de vue et qu'il y a un rééquilibre des pouvoirs, on soumet donc en première lecture au Sénat. Ensuite, ça retourne à l'Assemblée. Après, ça retourne au Sénat et après, c'est voté. Voilà. Et donc, du coup, ça ne vous est pas encore arrivé, mais ça vous arrivera peut-être, quand vous voyez retourner le texte tel qu'il a été rédigé, corrigé, amendé, retourné, et ainsi de suite, vous le reconnaissez dans l'esprit, mais vous ne le reconnaissez pas bien dans ce que vous avez fait. Donc ça pourrait être décevant. Mais quand même, vous apprendrez que le législateur fait une loi, en général, qui est une loi interprétable, qui n'est pas une loi, disons, applicable comme un règlement. La loi, ce n'est pas le règlement, ne confondez pas. La loi, elle définit l'esprit des choses, elle permet donc de vivre en société, mais la loi est interprétable, et dans la loi, il y a ce qu'on appelle toujours quelque chose qui est pensé par le législateur, qui est une sorte de lacune, c'est-à-dire que la loi n'est pas écrite de manière totale, parce que si elle était écrite de manière totale, elle deviendrait un règlement. Elle serait applicable et non discutable. Et donc dans la loi, il y a toujours, il n'y a pas une faille involontaire, mais il y a une ouverture volontaire pour qu'il puisse y avoir une interprétation quand la loi sera confrontée à la réalité. Et la loi sera nourrie, à ce moment-là, non pas d'un débat qui aura été fait avec des professionnels de la politique, nos représentants, mais par, on va dire, le public que nous sommes, puisque si vous faites une faute, il y aura donc un jugement qui sera donc prononcé, et ce jugement sera confronté, donc, bien entendu, à la loi, et vous aurez le droit d'être défendu face à la loi par un avocat, et donc on pourra accepter que vous avez fauté, mais il y a peut-être une raison d'avoir fauté. Il y a peut-être et peut-être que le jugement ou la plaidoirie permettra de s'apercevoir que, en effet, dans la loi, il y a une faille, et que dans cette faille, elle est interprétable, ou qu'éventuellement, il n'y a pas assez de charges contre vous pour que la loi soit applicable. Et à ce moment-là, il y aura une jurisprudence qui va venir nourrir la loi, qui est très belle, parce que la jurisprudence, c'est un fait réel qui est arrivé, qui a été plaidé, et donc la jurisprudence vient nourrir la loi. Elle ne la modifie pas, mais elle la nourrit. Ce qui fait qu'un jour, je peux, en tant qu'avocat, redéfendre quelqu'un qui a fait la même faute, me servir de la jurisprudence, donc d'un autre événement,
pour tenter et peut-être perdre, parce que cette jurisprudence ne sera pas applicable à ce cas-là, ou peut-être que ma défense sera moins bonne. Vous voyez donc qu'on est apparemment dans une société où la parole est très importante, le débat contradictoire est très important, le modèle est très important, mais la liberté est fondamentale. On est dans une société libre. Voilà. Donc il faut avoir envie de prendre cette liberté et non pas de dire je ne peux plus rien faire. Parce que c'est peut-être une personne qui nous dit tout le temps vous ne pouvez plus rien faire. En fin de compte, il faut tout le temps tester jusqu'où je peux faire. Donc moi je pensais que quelquefois j'avais pu faire des choses parce que je faisais essentiellement des choses qu'on qualifiait de non pérennes, d'éphémères. Alors, puisque c'est éphémère, bon, on laisse faire parce que ça ne dure pas. Mais que veut dire éphémère par rapport à pérenne? Donc, j'ai joué sur ça pendant très longtemps. Est-ce que la vie est éphémère? Oui. Alors, bon, on pourrait dire qu'on ne juge pas les hommes à ce moment-là. On pourrait dire qu'on a des exemples, j'ai dit tout à l'heure, de grandes infrastructures qui ont été démolies. On pensait qu'elles étaient pérennes et ainsi de suite. Donc, on s'aperçoit que éphémère, pérenne, ça n'existe pas vraiment. Que entre œuvres d'art et architecture, j'ai souvent essayé de jouer avec ça. Est-ce que, voilà, on pourrait dire que, je sais pas, est-ce qu'un film a plus de technicité que la construction d'une tour, par exemple? Est-ce que le film est considéré comme une œuvre d'art? Est-ce que ça rentre dans les industries culturelles? Est-ce que le bâtiment rentre dans les industries culturelles ou rentre dans les industries du bâtiment et des travaux publics? Voilà. Donc j'ai tout le temps déplacé pour donner le tournis, on pourrait dire, à la personne qui m'avait commandé la chose ou la personne qui allait contrôler la chose que j'allais construire. Alors voilà, j'ai fait ça, puis je me suis dit, bon, à la fin de ma vie, tiens, je vais écrire ce petit texte de loi. Donc vous le regardez, hein, si vous tapez sur Légifrance, loi donc création, architecture et patrimoine, article 88, c'est une loi qui est passée le 7 juillet 2016, vous verrez ce petit article, et vous pourriez d'ailleurs en faire une lecture pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de caché, d'ailleurs qu'est-ce que le législateur a ramené dans ce petit texte pour peut-être m'empêcher d'être trop libre. Parce que quand vous avez une loi et qu'elle a été votée, et comme je dis, elle est donc définie de manière très générale, mais après, il y a ce qu'on appelle des décrets d'application. Vous avez une loi qui est promulguée, donc ça veut dire qu'elle a été votée, et donc l'Assemblée nationale accepte donc que cette loi rentre donc, dans les lois et dans la législation française, mais en même temps, il faut définir le cadre de cette loi, et donc après, il y a des décrets d'application qui définissent que cette loi ne pourra que... c'est un cadre qui réduit un peu l'utilisation de la loi. Comme là, je pense que le législateur qui fait rédiger la loi en dernier par, on peut dire, des spécialistes qui, après avoir entendu les deux lectures, les modifications, les amendements et tout, rédige la loi, le législateur s'adresse donc à un technicien qui vérifie que donc, le texte peut être conforme, il peut rentrer dans le droit français. Il a pensé, parce que tout est dans un temps réel, que ça faisait longtemps qu'on voulait travailler sur une loi un peu plus libérale ou un peu plus libertaire donc de la pratique de l'architecture. Et là, ça arrive, ça passe en juillet 2016. Vous pensez bien que tout le monde sait qu'il y a des élections en mai 2017. Et donc, il y aura un changement de majorité. Donc, à l'Assemblée, vous avez donc les députés de droite qui ont intérêt à retarder le plus possible pour peut-être dire que cette loi, s'ils étaient contre, ne passe pas. Mais là, c'est assez marrant, sur cette loi, c'était à peu près un déséquilibre droite-gauche. C'est-à-dire qu'il y avait autant de mélange droite et gauche pour la loi que gauche et droite, quoi. C'est comme si c'était une loi d'intérêt général. Ça n'empêche qu'elle a tardé. Et donc, la personne qui a écrit s'est dit, il n'y aura peut-être jamais de décret d'application. Parce que, après, pour les décrets d'application, il faut quelques mois, et donc ça serait, on va dire, au mois de mars 2017, et il est possible qu'en mars 2017, on dit, bon, on ne va pas faire des décrets d'application, puisqu'il y a un changement de la majorité en mai 2017. Donc, la personne qui a rédigé, vous verrez quand vous le lirez, elle a introduit déjà presque un cadre d'application de la loi, ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la lacune, comme je vous le décrivais tout à l'heure, une liberté. Il y a déjà un petit signe qui dit, je vois bien là derrière, il y a un clampin, là, il est caché, il attend que la loi passe et hop, il va utiliser le permis de faire. Et donc il a mis dedans, cet article ou cette disposition ne pourra se faire que pendant un temps donné. Il définit un temps, ce qui est assez rare, 7 ans. Il ne dit pas, voilà, c'est une nouvelle loi, puis on verra comment c'est.
Et après, il dit, pour obtenir cette autorisation du permettre de faire, mais ça c'est drôle, pour obtenir cette autorisation du permettre de faire, il faudra passer devant une commission ad hoc. Ça veut dire qu'il envisage déjà qu'il y aura quelqu'un qui contrôlera qui va proposer un permettre de faire. Donc c'est presque déjà une forme qu'il y aurait dans le décret d'application. Donc il a dû faire ça parce qu'il a dû penser qu'il n'y aurait pas de décret d'application. Et c'est pas qu'il me voyait tout seul, il me voyait beaucoup derrière en me disant le mec, je le vois là, il va s'emparer de la loi sans décret d'application. Et sans décret d'application, elle est plus libre parce qu'elle définit pas le cadre. Alors du coup, j'ai décidé de tout arrêter. Et vraiment tout. Et au 1er janvier donc 2017, moi-même aussi, je me mets à ne faire que ça. C'est-à-dire voir est-ce que la loi telle qu'elle a été promulguée le 7 juillet 2016, est-ce qu'elle est applicable ? Et de m'en servir comme un outil de lutte démocratique, est-ce qu'elle est applicable ? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de l'appliquer ? Donc pour cela, il va falloir trouver donc, des sujets d'application, puisqu'il faut donc être assez armé, il ne faut pas sortir la fleur au fusil en disant à partir d'aujourd'hui, je me permets de ne plus déposer de permis de construire, je construis sans permis de construire, par exemple. Voilà. Donc il va falloir être très armé, et donc j'ai décidé de réenseigner. Voilà, je me suis dit, en fait, bon, autant mourir en enseignant, voilà, donc plutôt finir sa vie en transmettant. Et donc j'ai décidé de réenseigner, et j'ai donc décidé de réenseigner bénévolement, parce qu'il y en a marre de tous ces retraités qui, en fait, prennent la place de ceux qui cherchent du travail, et donc de réenseigner bénévolement, non pas, comme certains me l'ont dit, comme Donald Trump qui refuse ses émoluments de président, mais de considérer que je touche une retraite, et que cette retraite, elle est le fruit aussi de la société dans laquelle je vis, qui permet donc, pendant que je travaille, de cotiser, et vous-même, quand vous allez travailler, d'avoir des prélèvements pour me payer. Et donc, je me suis dit, c'est comme si j'avais une rente de l'État. Pour la première fois de ma vie, j'ai une bourse. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais ça à titre bénévole et en travaillant à côté. Et là, je peux dire, donc je la rends, on pourrait dire, à la République. On dirait, bah, j'ai une bourse. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'enseigne bénévolement. Donc, pour cela, il me faut une école, puisqu'on ne peut pas quand même enseigner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'université foraine, dehors, sans prof, sans élèves, et ainsi de suite. Je pense qu'il faut être dehors et dedans. Pour être mobile, il faut avoir un point d'attache et un point mobile. Donc j'ai décidé de me rattacher à une école et peut-être de faire que ce soit l'école des écoles, que l'école qui sortira de l'école pourrait permettre de trouver un territoire qui permettrait à d'autres écoles de venir s'associer à cette nouvelle façon de poser la question. Parce que j'en parlais tout à l'heure avec Pascal, voyez, on fait des campus universitaires. On pense que c'est formidable parce qu'on peut mettre une école scientifique, une école artistique, une école de sciences dures ou une école de sciences humaines et ainsi de suite. Et puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, chacun se replie, comme je vous disais alors au niveau corporatiste, sur soi-même, qu'éventuellement on referme même les territoires géographiques, des barrières, des machins et tout, pour des raisons de vigipirate ou je ne sais pas quoi. Et éventuellement le seul lieu qui peut exister, c'est le resto U. Enfin, c'est tellement mauvais qu'on ne voit pas pourquoi à ce moment-là, on y passerait un moment agréable avec quelqu'un qui a une autre formation. Et donc, en fin de compte, on pourrait dire que même faire des campus, c'est presque le contraire de réunir les choses. C'est presque les rendre, c'est presque en faire un ghetto séparé. Voilà, donc ça ne réunit pas les choses. Et donc, ça serait de sortir, justement, et d'aller sur le territoire d'un autre, où le territoire est à personne, et le territoire est à tous. C'est-à-dire, il n'est ni à l'école des ponts, ni à l'école d'architecture, ni à l'école d'art, ni à l'école de santé, mais le sujet qui est, pour lequel on voudrait reposer autrement la question, peut-être que le sujet nous concerne tous. Donc c'est un peu ce que j'ai fait donc, pendant 10 ans avec l'université foraine. Voilà, alors, comme je comprends bien que pour vous, voilà, c'est une sorte de déclaration fleuve. Vous êtes jeune, la moitié des choses, vous ne les connaissez pas, c'est normal. Moi, à votre âge, je ne les connaissais pas. J'ai mis des fois 40 ans pour les connaître, alors donc il n'y a aucune raison. Mais peut-être que vous pouvez les entendre, peut-être qu'en étant candide ou est totalement frais, on peut mieux les entendre que quelqu'un qui est déjà trop formaté. J'en ai fait la démonstration pendant l'université foraine, de prendre des sujets très compliqués, très compliqués, que des gens très spécialisés ne pouvaient pas résoudre, et de le confier, ce sujet ou la conduite de cette recherche, à quelqu'un d'inexpérimenté, mais de quelqu'un de volontaire, et quelqu'un qui était peut-être même sur le plan intellectuel mobile pour pouvoir aborder ce sujet. Et donc j'en ai fait la démonstration. C'est pas pour
refuser les savoirs savants ou les savoirs spécifiques, mais c'est peut-être pour, toujours pareil, reposer la question autrement, pour qu'éventuellement les savoirs spécifiques ou les savoirs savants viennent chacun répondre à cet ensemble et non pas répondre qu'à soi-même. Voilà. Alors, du coup, moi j'aimerais bien que la parole circule, parce que voilà, soit on se reverra, hein, parce que c'est... Bon, j'ai décidé d'ouvrir mon école foraine et libre à Belleville, parce que voilà, comme j'ai pas de voiture, c'est plus simple d'aller en métro à Belleville que dans la vallée, mais ça n'interdirait pas qu'on se voit et qu'on se déplace, d'ailleurs, ici et sur le territoire. Et donc j'avais envie de vous donner la parole, et de vous donner la parole, comme on l'a très souvent dans des assemblées. On considère qu'il y a donc... c'est le Parlement anglais qui est comme ça, hein, il n'est pas dans l'hémicycle grec et romain. Le Parlement anglais est dans un face-à-face, c'est une des premières démocraties comme ça. Au premier rang, vous l'avez déjà vu à la télévision, il y a une table. C'est comme si, en effet, on ne peut pas négocier sans table. C'est comme au même titre, on ne peut pas manger sans table. Bon, on peut manger des carottes râpées ou du riz là, au pilaf, là, comme ça, dans sa main et tout, mais en fin de compte, la table, dans l'histoire de l'humanité, elle compte. On se met autour de la table. Voilà, la table est le lieu du partage pour le repas et pour la discussion. Donc il y a une table, il y a un face-à-face. Au premier rang, donc, il y a les ministres, hein, vous avez vu comment ils interviennent. Ils se lèvent, ils sont assis, ils se lèvent pour intervenir. Ils viennent se mettre donc au bout de la table. Et au bout de cette table, il y a comme voilà, les gens qui sont responsables de la conformité des choses. En France, c'est les appariteurs ou les présidents de chambre et tout, qui sont là pour assister au débat. Et donc, dans ce face-à-face, on pourrait penser qu'il n'y a toujours que deux idées. Voilà, il y a une idée pour, une idée contre, mais ce qui n'est pas idiot, hein. Dans la démocratie, l'alternance et le fait qu'il y ait un point de vue et un autre point de vue peuvent permettre que justement il y ait un point de vue médian, ou que le point de vue médian, s'il n'est pas trouvé, il y a un point de vue minoritaire qui est donc déçu, et un point de vue majoritaire qui s'exprime et qui va donc à un moment donné pouvoir agir, et peut-être que la demande qu'il a faite, ce point de vue majoritaire, dans son application, il ne la trouvera pas, et donc il se fera juger aux prochaines élections, comme quoi il a défendu une idée qu'il n'a pas appliquée. Donc c'est pas idiot, le bifrontal, hein. Ça peut paraître primaire, comme ça, mais c'est pas, des fois... les choses primaires ou primitives ne sont pas inintéressantes. Donc, c'est pas que là, je considère que vous êtes tous opposés à tous, mais, et vous jugeant cette opposition à deux, mais il y a une autre façon qui compte beaucoup, c'est que vous ne pouvez pas parler sans regarder quelqu'un dans les yeux. Voilà. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand quelqu'un ne regarde pas dans les yeux, ou n'a pas le courage de regarder dans les yeux, c'est qu'il est honteux. C'est-à-dire que soit il dit quelque chose, voilà, soit il est honteux, soit parce qu'il est timide, soit parce qu'il ment, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir regarder les personnes à qui l'on parle, même au théâtre, des acteurs pensent toujours qu'il y a une distance au-delà de laquelle l'émotion du jeu ne peut pas être transmise. Et le retour, d'ailleurs, de la personne qui entend ce jeu, même si cette personne ne parle pas, ce retour sensible agit sur l'acteur. Un acteur ne joue pas tous les soirs de la même façon, suivant la jauge, nombre de personnes qu'il y a dans la salle, ni la constitution de la salle, ni éventuellement la réaction de la salle. Voilà. Donc, et je pense qu'en politique, c'est pareil. On doit avoir le courage d'exprimer son point de vue ou ses opinions en regardant la personne que l'on veut convaincre ou la personne que l'on veut combattre, et non pas... et c'est un grand défaut, je pense, d'Internet aujourd'hui. Vous voyez, il y a une forme de dénonciation, comme si le fait d'être seul, c'est assez onanique, vous voyez, je suis seul devant mon écran, et donc je peux parler, je peux dire n'importe quoi, je peux même insulter, parce que je ne vois pas la personne, ou je ne vois pas la réaction de la personne, puisque je l'envoie vite, et l'autre personne la reçoit, et c'est une telle violence quand elle le reçoit, qu'on a une montée. Et donc il y a une perte, on pourrait dire, d'un débat humain. Le débat démocratique est un débat humain, ce n'est pas un débat technique, si vous voulez. Alors, l'idéal, je sais que c'est compliqué, mais il faut se lancer. Ça pourrait être, par rapport à ce que j'ai dit un peu plus que je ne le pensais, mais en le disant, je m'aperçois que je suis obligé d'en dire autant. On pourrait commencer à se poser des questions et à me poser des questions, mais pas qu'à me poser des questions.
et vous pourriez répondre à des questions que moi je me pose et que vous vous posez, parce que je crois, moi j'ai enseigné quand même pendant longtemps, là j'ai créé une école primaire pour une maison d'édition, dont j'ai travaillé sur la pédagogie. On peut avoir chez un enfant une intuition, ou disons presque même une prédisposition à comprendre quelque chose, ou à exprimer quelque chose de manière simple, qui permet que cette question étant tellement simple, elle oblige une réponse ou une discussion sur un terrain compréhensible. Et donc, j'ai fait des essais avec des philosophes et autres. On peut obliger un philosophe à traiter d'un sujet très complexe avec un enfant, mettons la mort, la sexualité, je sais pas quoi, la violence, la haine, et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir un enfant qui comprend entre 9 et 13 ans, hein, donc l'âge de la... On quitte l'enfance, on pourrait dire. On peut presque avoir un dialogue de fond sur une question de fond. Donc n'hésitez pas à même poser une question ou à vous poser ou à répondre de manière un peu plus simple. Alors, j'ai pas vraiment d'image, parce que moi j'y crois pas trop aux architectes voilà, qui montrent ce qu'ils font, parce que voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était dur de représenter les choses, mais au cas où à un moment donné, des questions, et il y aurait dans une image peut-être une réponse, on passera les images, hein, mais je ne sais pas. Alors, soit tu descends, tu vas m'assembler, tu vas prendre rang. Non, vas-y. Alors, tu te lèves. Je suis debout, là. Je m'interroge sur le rôle de l'État vis-à-vis de l'innovation. Et j'ai entendu dire que l'année dernière, il y avait quelque chose qui s'appelait France Expérimentation, qui avait été mis en place par Emmanuel Macron et qui essayait de déplacer l'obligation de moyens vers une obligation de résultats. Et donc je me demandais si votre travail sur cette loi et sur cet article était la preuve qu'il y avait une dynamique réelle de l'État à promouvoir l'innovation. Est-ce que, parce que, voilà, comme toujours, c'est pas qu'il y a une mode, mais on voit bien, il y a des mots qui s'installent comme ça, innovation, créativité, participation, parce qu'il y a une demande. Donc, quelquefois, il y a une demande très profonde, et puis il y a une captation de cette demande par un mot qui est pris par un politique et qui est retourné, qui donne l'impression que le politique a compris. Et donc, du coup, ça amoindrit le mot, ça amoindrit la demande. Alors, mais comme tout est contradictoire voilà, dans la vie, il est possible que Emmanuel Macron soit, comme vous-même, moi-même, un habitant de ce monde, et que lui-même ait envie, à son échelle, parce que, je ne sais pas quoi, il n'a pas trouvé de taxi à la bonne heure en sortant d'un bon restaurant, il pense que le système des taxis ne marche pas, et comme il entend qu'on voudrait pas faire, donc il est pour changer et éventuellement innover. Exemple, admettons, il est pour libéraliser les licences de taxi. Puis en même temps, on libéralise les licences de taxi et on s'aperçoit que celui qui en profite le plus, c'est quelqu'un qui va profiter de cette liberté et qui installe Uber. Donc c'est commode parce que nous, ça coûte moins cher et c'est plus rapide, mais on ne voit pas les dégâts que ça peut produire éventuellement sur les chauffeurs d'Uber. Peut-être qu'on peut se dire, oui, mais c'est bien fait pour les taxis parce que c'était vraiment des gueules de cons et tout. Ils écoutent la radio, RMC, moi je n'ai pas écouté RMC et tout. Et donc c'est très compliqué. Alors, il faut tout le temps se reposer la question, qu'est-ce qu'il y a de juste ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de juste ? Et moi, en fonction de ces dispositions que l'État, comme vous dites, ou le gouvernement, parce que là c'est le gouvernement, c'est pas l'État, c'est le gouvernement qui à un moment donné pense qu'il est responsable, parce qu'il est représentant, il est responsable de répondre à cette demande, et il va demander après que ce soit intégré dans la loi. Et à ce moment-là, ça devient donc l'État. Et donc, vous voyez, vous avez tout le temps ce mouvement d'aller-retour, de contradiction, de captation, de vol et tout. Et donc, c'est une sorte de course entre les voleurs et les gendarmes. Voilà, il y a tout le temps quelqu'un qui va vouloir voler, et puis après, il y a tout le temps quelqu'un qui va rattraper le voleur, et puis il y a quelqu'un qui va juger le voleur, et qui va enfermer le voleur, qui va devenir plus voleur, et ainsi de suite. Et des fois, peut-être que le gendarme va devenir voleur, et ainsi de suite. Et donc, il faut tout le temps se mettre dans ces discussions. Alors, c'est pas que je ne veux pas répondre à votre question, mais
on pourrait dire que Emmanuel Macron, un peu plus jeune que les autres, a compris qu'il y avait quelque chose à libérer. Juste, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas les raisons, mais plutôt les possibilités qui s'ouvraient par cette nouvelle loi. Et plus particulièrement dans le domaine de la construction, où on voit que l'innovation est quand même très, très contrainte par des procédures plutôt longues, comme l'avis technique ou la texte. Et à ce moment-là, j'aimerais comprendre si c'est pas les raisons, mais les possibilités qui sont offertes par ces lois et par votre article en particulier dans l'innovation et l'ouverture des moyens de mettre en place des choses de façon simplifiée. Quelqu'un veut répondre? Alors, en effet, toute la loi dans le bâtiment, elle est faite pour les compagnies d'assurance. Voilà, donc c'est ça. En gros, c'est comme nous, on doit être assurés et que les compagnies d'assurance doivent donc réparer quand on fait une bêtise, c'est les compagnies d'assurance qui font en grande partie toute la jurisprudence de la réglementation en architecture. Mais, encore une fois, il faut toujours vous mettre dans une très grande mobilité. Peut-on dénormer, mais peut-on nommer autrement les choses? Vous voyez, je vous ai donné un tout petit exemple sur éphémère pérenne. C'est pas grand-chose, mais il y a quelque chose qui déplace. Vous regarderez même dans le droit, immobile et mobile. C'est pas pareil que éphémère et pérenne. Hein. Éphémère et pérenne, c'est dans le temps. Mobile, immobile, c'est éventuellement dans le déplacement de la chose. Hein. Donc quand vous regardez, mettons, dans le droit de la propriété, sur l'immobilier, il est très dur. Sur le mobilier, il l'est moins. Parce qu'on considère que le mobilier est reversible ou remplaçable. On déplacerait simplement dans l'architecture ce qui est mobile de ce qui est immobile. Déjà, on arrêterait peut-être de construire comme on construit au niveau de son appropriation, voire de son autorisation de construire en dehors des normes. Car vous avez le droit de livrer un immeuble immobile, comme son nom le dit, c'est un immeuble, donc c'est un meuble non mobile, et dans ce immeuble non mobile, vous pouvez introduire un meuble mobile que vous avez vous-même autoconstruit ou que vous-même vous avez acheté et en l'achetant, vous l'avez inclus ou incorporé à l'immobile. Alors si c'est un fauteuil, bon, il est vraiment mobile. Si c'est un drap, c'est vraiment mobile. Mais si c'est un meuble de cuisine que vous avez fixé au mur, ou si c'est un radiateur que vous avez fixé au mur, vous regardez dans le droit français, si c'est un radiateur électrique, il est considéré comme mobile, parce qu'il est alimenté par un câble souple, et il est considéré comme immobile s'il est à l'eau, parce qu'il est ancré dans le mur. Donc vous voyez que, déjà, moi j'ai souvent fait ça en nommant les choses, et si je faisais un logement sans chauffage, puisque là on est dans une cycle de conférence carbone, et on pourrait dire, tiens, quel est l'objectif, je suis libre de construire. Quel est l'objectif que je veux me fixer dans une problématique d'une politique carbone? C'est peut-être de construire avec moins de matière. C'est peut-être construire avec des matériaux de réemploi. C'est peut-être construire justement avec des choses que je peux emmener, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de racheter. Quand je déménage avec des choses mobiles qui m'appartiennent, qui n'appartiennent pas au bailleur social ou au propriétaire. Vous voyez, donc, c'est pas une loi qui d'un seul coup dit tout est coercitif, la loi permis de faire, tout est libertaire ou tout est libéral, mais peut-être que la première des choses, c'est est-ce que dans le permis de faire, il n'y a pas le permis de faire, d'ailleurs, de renommer autrement les choses. Peut-être simplement ça. Donc moi, c'est ce que je fais, et à chaque fois on me dit oui, mais toi tu y arrives parce que c'est une œuvre d'art. Alors je dis bon, bah tiens, je vais faire une piscine. Ah, mais tu y arrives parce que tu l'as fait par un maire qui voulait t'avoir. Alors je change de maire, je prends un maire qui n'est pas un copain. Ah, mais là tu l'as fait parce que ce maire s'occupe de rien, et tout est à l'abandon. Alors on s'aperçoit qu'il peut y avoir et l'œuvre d'art, et la complicité, et l'abandon, et ainsi de suite. Parce que la personne est riche, parce que la personne est pauvre. Ah bah tu peux réemployer. Parce que la personne est tellement pauvre que tu ne peux pas acheter des matériaux. Un camp, je sais pas, de migrants, il est fait à 90% de matériaux réemployés. Donc il est en soi une architecture avec un très bon bilan carbone, on pourrait dire. Mais jamais personne n'a dit « Ah oui, grâce à eux, on a compris qu'on pouvait faire des logements en une semaine. » Et peut-être qu'il manque l'eau et l'assainissement, ça c'est sûr. Il ne manquerait que ça. Il ne manque pas le reste. Donc c'est une gymnastique de l'esprit. C'est un jeu
intellectuel, mais c'est pas un jeu creux. Vous voyez, c'est pas un jeu, c'est un jeu. C'est comme jouer, voilà, comme jouer au théâtre. Voilà, c'est un jeu. Mais je pense que, bon, c'est complexe. Hein, d'abord, exercer sa liberté, c'est très complexe. Hein, parce que ça nécessite... Vas-y. Bonjour. En fait, moi, je me demandais est-ce que c'est vraiment la loi qui limite les choses, puisqu'on peut voir que, par exemple, à Bordeaux, il y a la Aquitanis qui permet de faire des logements locatifs avec les futurs locataires. Donc en gros, ils ont des plateaux, des gaines qui sont positionnés, et puis ensuite chacun a son lot de cloisons et vient se placer comme il veut. Au final, la loi le permet. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, est-ce que c'est pas plutôt à la maîtrise d'ouvrage d'évoluer dans sa pratique plutôt que nous en tant qu'architectes? Enfin, à quel niveau se situe où est le curseur, quoi? Comment Mais donc là, tu es en train de dire, quelqu'un a regardé ce que je viens de dire sur immobile et mobile. Et donc, qu'est-ce qui pouvait être de la responsabilité d'un maître d'ouvrage et qu'est-ce qui pouvait être de la responsabilité d'un usager constructeur, autoconstructeur. Ça n'avait jamais été fait avant. Vous voyez, donc, Bernard Blanc d'Aquitanis, il est un des rares opérateurs à s'être posé la question. Bon, nous, on l'a pas mal alimenté sur ça, que ce soit, je sais pas, la Caton-Vassal ou moi-même. Donc, on l'a alimenté, mais on voit bien que c'est une réponse qui est encore limitée. Donc, il faudrait, on pourrait dire... l'ouvrir plus. Alors quand tu poses la question, c'est au maître d'ouvrage, mais par qui il a été nourri, le maître d'ouvrage? Il n'a pas été nourri que par lui-même, et il n'a pas été nourri que par des conditions économiques, il a été nourri y compris par des architectes, et y compris parce qu'il est lui-même un habitant, Bernard Blanc, et qu'il est lui-même gestionnaire d'un parc, et dont il s'aperçoit que le parc ne fonctionne pas comme lui, en tant que gestionnaire d'un parc immobilier, il pourrait le gérer. Et donc ces discussions-là n'existent pas dans les écoles d'architecture, ou très peu, parce qu'il ne peut pas y avoir de maîtrise d'œuvre sans maîtrise d'ouvrage, et il ne peut pas y avoir de maîtrise d'œuvre sans maîtrise d'usage, mais il y a encore un oubli fondamental, il ne peut pas y avoir ni de maîtrise d'œuvre, ni de maîtrise d'ouvrage, ni de maîtrise d'usage, sans les constructeurs, sans la force vive qui fait l'architecture. Toute l'architecture est faite à la main, même la plus sophistiquée des architectures, elle assemble des éléments industriels ou industrialisés. Et donc justement dans l'immobile et le mobile, peut-être que l'immobile pourrait être cet immobile fait de manière, on pourrait dire artisanale, et le mobile pourrait être un assemblage artisanal de pièces industrielles. Au même titre que vous, quand vous vous habillez, personne ici n'est habillé pareil, et vous achetez tous vos vêtements au même endroit. 3 boutiques, on pourrait dire, ou 4. Et c'est l'assemblage de votre personne avec les objets que vous achetez qui fait que vous êtes tous différents. Donc, avec un objet fabriqué industriellement, choisi par son usager, peut permettre une très grande diversité de représentation. Et donc, la question que tu me poses, oui, c'est au maître d'ouvrage, mais pas au maître d'ouvrage seul. Oui, c'est au maître d'œuvre, mais comme le maître d'œuvre, comme on le choisit, on lui demande de se taire, de concevoir une image qui a été choisie, et de l'exécuter. Et donc, c'est bien cette chaîne. Comment peut-on reposer la question de la commande? Et bon, moi, j'ai fait ça tout le temps. Et donc, j'ai même des fois fait qu'une commande soit arrêtée pour être formulée autrement. Peut-être de dire, mais en effet, on n'a plus besoin de faire ça, il faut qu'on fasse ça. Avec le même argent, dans un temps plus court. Non, c'est une très grande gymnastique, mais c'est une gymnastique que vous devez avoir entre vous. Parce que quel est l'intérêt de l'école? C'est que c'est les profs que vous rencontrez, mais vous apercevrez que tous les professeurs ne peuvent pas agir sur toutes les personnes. Il y a des professeurs qui, à un moment donné, agissent sur quelqu'un. Mais c'est entre vous. Une grande part de l'enseignement que vous avez, ou une grande part de la construction de votre personnalité, se fait parce que vous êtes ensemble, à un moment donné, dans un lieu commun, et que vous parlez d'un sujet de société. C'est comme ça que vous vous formez. Et donc, si vous ne parlez pas, si vous ne venez que prendre un enseignement et après vous pensez que tout ça, vous allez pouvoir l'articuler quand vous sortirez, et vous allez prendre la première baffe instantanément et dire « bon, je rentre dans la ligne ». Il faut que vous soyez armé. C'est un...
Est-ce que vous savez aller sur le site de Légifrance, hein, vous tapez Légifrance, vous y allez, vous regarderez. Non, parce que même regarder de temps en temps les lois, c'est pas inintéressant. Est-ce que vous avez déjà lu le code civil? Bon, eh ben, vous achetez un code civil, ça coûte 20 € là, chez Gibert, un vieux, et vous regardez immeuble et meubles. Ben, je vous jure, vous pouvez passer une bonne soirée entre copains. Hein. C'est pas un sujet, c'est pas du tout un sujet rébarbatif. C'est un sujet complètement de société. Vous allez reconnaître d'ailleurs des choses qui vous sont arrivées. Y compris même, vous devriez lire un article et trouver un projet pour trouver sa correspondance en le déplaçant. Moi, je donnais comme ça souvent, notre société, elle a été rurale, et donc une partie du Code civil a été écrite sur des règles de la ruralité. Par exemple, admettons, vous pouvez être propriétaire d'une terre et la donner à un fermier, et le fermier donc a le droit de semer et de planter dans cette terre qui ne lui appartient pas, et de récolter le fruit de ce que la terre va produire. On pourrait dire que le propriétaire pourrait dire, tiens, il y a eu des époques, on partage, il prend la moitié de la récolte, ou je sais pas quoi. Mais on pourrait dire, mettons, vous louez une terre, il y a un pommier, et le pommier, dans cette terre, il est immeuble, il appartient au propriétaire, on ne peut pas le couper, mais la pomme, pourtant, c'est pas vous qui l'avez planté, le pommier, la pomme qui tombe de l'arbre, elle est au locataire. Et transposer ça dans le logement. Est-ce qu'un office d'HLM accepterait que quelque chose puisse être rendu à son locataire? Oui. Est-ce qu'un office d'HLM accepterait que quelqu'un ait le droit de cultiver ce qu'il a comme propriétaire? Et donc éventuellement de faire vivre ce que l'office d'HLM possède. Essayez de le transposer comme ça, et ça fait un tournis d'ailleurs. Vous dites, mais attends, mais c'est quoi mais pourquoi c'est pas comme ça, quoi? Regardez comment le crédit agricole, admettons, a été créé. Vous vous rendez compte que le crédit agricole a été créé pour permettre aux agriculteurs donc, de moderniser leur exploitation, donc d'emprunter. Mais vous vous rendez compte qu'au début, il y avait un crédit pour le mariage. Comme il fallait que les gens, que les agriculteurs se marient, et que comme il n'y avait pas d'argent liquide au début, il fallait donc une prime faite par le crédit agricole qui permettait d'acheter les costumes du mariage. Imaginons qu'il y a un crédit urbain. On le retourne complètement. Il y a un crédit urbain. Alors, hop, il y a un migrant qui arrive. Alors, bien sûr, il n'a rien. Il n'y avait pas de terre, il n'a rien du tout. Il y a des terres inexploitées. On lui confie une terre. On lui dit, bah tiens, toi, en plus, tu viens de Syrie, tu connais encore, tu sais cultiver, tu ne sais pas cultiver. Allez, tu cultives la terre. Le produit de cette terre te revient. Mais même le produit de cette terre, tu as le droit de le vendre. La terre n'est pas à toi, on a le droit de le vendre. Et même, tiens, d'ailleurs, on te donne un crédit, parce qu'on sait que tu n'as pas d'argent, pour que tu puisses t'installer. Mais attends, mais pourquoi on ne le fait pas? C'est quand même moins cher que de sans cesse démolir, reconstruire des camps qui ne seront que des camps. Alors qu'à un moment donné, il pourrait y avoir peut-être des camps qui deviendraient des villes, parce que peut-être commencer par un camp, mais il ne faut pas être camp sur camp. Et il faut tout le temps avoir cette liberté. Et du coup, vous pouvez discuter avec un préfet ou avec un commissaire de police, parce qu'il y a le droit avec. Attends, mais de quoi on parle là? Ce terrain, il appartient au département, le département a donné machin, on s'installe dessus, il l'exploite, voilà. Il y a un camp qui a été fermé parce qu'il y avait des animaux qui circulaient dans le camp, il y avait des branchements électriques qui n'étaient pas conformes, et il y avait des voitures qui passaient à proximité du camp et qui risquaient d'écraser des enfants. Donc ça a été la justification que le préfet a donnée pour raser le camp. Moi, j'ai fait une lettre au président de la République, j'ai dit, alors dans ces conditions, il faut supprimer le marché de Noël sur les Champs-Élysées, puisqu'il y a donc des voitures qui circulent, des enfants, des forains qui vendent et des branchements électriques illégaux. Donc pourquoi ce qui est bon au niveau de la loi pour un camp ne serait pas, juste en le déplaçant un peu, pas applicable dans un camp qui est installé devant l'Élysée, en plus. C'est-à-dire, j'ai même écrit devant, par votre fenêtre, vous pourrez voir, il y a un camp de manouches qui s'est installé. Donc,
Je vois une soirée code civil. Mais vous pouvez lire le code de l'urbanisme et le code rural et forestier, c'est intéressant aussi, parce que vous allez souvent être confronté au code de l'urbanisme, ou le code de la construction, et pas au code rural et forestier. Et vous allez vous apercevoir que le territoire, c'est le territoire. Il y a pas, c'est fini le temps où il y a la forêt, la ville, la mer, les rivières et les machins. Donc, si vous êtes capable de faire cette jonction transversale, vous verrez que d'abord, ça va être plus agréable pour vous. Ça va être intellectuellement riche. Et ça va obliger de reposer la question. Et peut-être que la personne sera ravie que tu reposes la question. Il y en a certains qui diront, allez, dégage, je sais ce que j'ai à faire, ça arrivera souvent. Mais très souvent aussi, ça arrivera que, tiens, c'est pas inintéressant que la question soit reposée comme ça. Avez-vous des cours de droit ? Comment ? Non, pas de droit du tout. Non. Ouais. Du coup, nous, on se positionne comment par rapport à la politique en tant qu'architecte, quand on n'a pas encore... En tant qu'architecte face à la politique, comment on se positionne quand on sait qu'on a... Bah, c'est des sujets qu'on maîtrise pas forcément bien et sur lesquels on n'a pas forcément, encore quand on est jeune, un avis bien tranché. Qu'est-ce qui rentre en jeu à ce moment-là? Je sais pas. C'est une question un peu naïve, mais... Mais je pense que tu es d'accord que tu es à l'école, tu as un âge, c'est quand même pour te former. Et c'est pour être autonome. Hein, c'est quand même pour que tu prennes ton envol, comme on dit. Donc il va falloir que tu vives, tu tentes de vivre du métier que tu as appris quand même. Donc, et donc c'est pas évident que la forme traditionnelle te soit très favorable. On aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ne trouvent pas le travail qu'ils aimeraient, enfin le métier qu'ils pensaient faire. Et donc il faut essayer de te dire qu'est-ce qui est obligé de se faire et qui ne se fait pas parce que personne ne veut le faire. Moi j'ai commencé comme ça. Qu'est-ce que personne ne veut faire? Ou qu'est-ce que tout le monde voudrait qu'on lui fasse et que personne ne fait? Fait déjà tous les matins comme ça en te posant la question en allant à l'école. Moi je le faisais quand j'enseignais et après on se promenait et on disait tiens mais pourquoi ça s'est fait comme ça et est-ce que ça pourrait être fait autrement, mais un détail, on marchait le long des infrastructures ou dans banlieue comme ça, mais jusqu'à temps de dire tiens mais ça est-ce que c'est un sujet ou est-ce que si la question avait été posée autrement est-ce que la réponse aurait été comme ça? Donc déjà c'est de gymnastique et c'est pour ça que je pense qu'on est tous habitants, on est tous habitants. Le nombre de fois où tu dis mais c'est pas vrai quoi, je veux dire la douche qui arrose par terre, j'en ai ras-le-bol de ce rideau de douche qui me colle à la peau ou je sais pas quoi, et la douche qui arrose par terre, pourquoi on continue à faire des douches admettons comme ça alors que je sais pas, je vais dans un autre pays, bon maintenant ça fait un peu plus mais on s'aperçoit que la douche est au centre de la pièce et que le siphon est au centre et qu'il n'y a pas de douche, voilà, il y a une pièce d'eau par exemple, je sais pas quoi. Déjà tout le temps se poser la question mais pourquoi ça continue à se faire comme ça? Est-ce que ça continue à se faire comme ça par habitude, par négligence, donc, ou est-ce que ça se continue à se faire comme ça par réglementation? Il faut déjà voir, est-ce que si je fais autrement, je déroge? Est-ce que si je fais autrement, je dois combattre une règle? Déjà ça, tu vas t'apercevoir qu'il y a quand même une place phénoménale, tu vois, y compris dans l'économie. Quand on dit, admettons, il faut faire des économies. Alors c'est quoi faire des économies? C'est dépenser moins de chauffage et mettre des fenêtres en plastique, par exemple, avec des doubles vitrages, avec du gaz polluant à l'intérieur. Est-ce que... Tiens, mais enfin, et si je gardais la fenêtre et que je travaillais sur quelque chose qui modifie la fenêtre existante, et cette fenêtre existante, elle est peut-être, je n'ai pas considérée comme mobile, et donc c'est la personne qui habite qui ferait la fenêtre complémentaire, et donc du coup, on pourrait faire que l'autoconstruction de la fenêtre soit faite par l'habitant, par exemple. Moi, j'ai déjà fait pour un office d'HLM qui n'avait pas les moyens de changer toutes les fenêtres, et de dire, est-ce qu'on peut prendre un logement tel qu'il est et faire des bilans
par logement pour savoir qu'est-ce qui pourrait être fait dans le mobilier et qui pourrait être fait par son occupant, et non pas fait de manière autoritaire, mais fait en étant accompagné, y compris d'ailleurs par un architecte qui ferait un projet par appartement. Puisque tous les bourgeois, quand ils habitent dans un immeuble, ils n'ont pas le même salon d'un étage à l'autre, pas la même salle de bain. Ils ont le droit d'aménager leur salle de bain, d'aménager leur salon, choisir les couleurs et tout. On l'a fait et on s'est rendu compte que pour l'office HLM, c'était mieux. Parce qu'il y avait moins de vols, moins de contrôle, moins de soucis, tu vois, et plus de plaisir, plus de bonheur chez les habitants. Voire même une reconstruction sociale par le fait que les gens aient pu prendre en main leur logement. Donc, c'est pas un acte militant au sens que je suis dans la rue, j'occupe pour loger des gens, ou je suis dans la rue, je manifeste pour qu'une idée que je défends soit appliquée par d'autres, et j'assume ce que j'ai envie de faire. Et dans mon métier, j'essaye de voir si je peux faire. Alors, pas toujours, mais juste à chaque fois un petit peu. Et tu verras qu'à chaque fois un petit peu, ça fera un peu plus, et qu'un jour, tu auras plus de compétences que les autres pour ce plus, quoi. Et tu seras autonome, tu auras une compétence autonome. Merci. Oui, je voulais savoir si vous aviez des stratégies de dialogue un peu que vous mettiez en place pour discuter des questions comme ça, parce que peut-être que les architectes souffrent un peu de la caricature de l'architecte rêveur ou irresponsable. Alors comment en fait on peut faire comprendre qu'on peut avoir une pensée un peu décalée tout en étant dans la faisabilité? Alors j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte. C'est grâce au travail artistique que je me suis rendu compte qu'il ne peut pas y avoir de production artistique sans permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va commencer donc toujours par le même exemple, il n'y a pas un metteur en scène de cinéma qui fait 3 films à la fois. Éventuellement, il en finit un, il en fait la promotion, il pense déjà à l'autre, et puis à un autre très lointain, quoi. Mais il ne fait pas 3 films à la fois. Un metteur en scène de théâtre, pareil. Et un artiste, éventuellement, dans son atelier, il peut travailler sur plusieurs pièces, mais je ne pense pas... c'est peut-être des pièces reliées, mais ce n'est pas des pièces séparées. Donc les architectes considèrent, si vous voulez, ils considèrent qu'ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. Et ils peuvent faire des choses... Les choses peuvent se faire sans leur présence. Comme si les documents que les architectes émettent suffirait à réaliser l'architecture telle qu'ils l'ont imaginée. C'est la raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, c'est le texte qui prime sur le dessin dans le droit français, parce que comme c'est déjà un rapport contentieux, au cas où il y aura un sinistre, c'est en général ce qui est écrit qui prime sur le dessin, car le dessin peut être plus interprété que ne l'est l'écrit. Alors du coup, quand j'ai vu que c'était la permanence, j'ai changé de point de vue, j'ai dit en fin de compte, on va agir sur la commande, comment on peut retourner la commande, comment on peut compléter la commande avant de concevoir l'architecture. Et donc j'ai introduit ce qu'on appelle la permanence architecturale. C'est que la personne qui travaille avec moi, elle a obligation, comme un metteur en scène, de ne faire qu'une œuvre architecturale. Et elle est donc mon associée, elle est en général très jeune, elle est mon associée, mais elle est sur place. Et donc, dans la permanence, elle change la commande et elle change le rapport des habitants, parce que comme elle habite, elle est habitante. C'est-à-dire que dans une ville, l'élu est un habitant, le professeur de l'école est un habitant et l'ouvrier est un habitant, ou l'employé est un habitant. Mais chacun a sa place, mais on est tous habitants. On a tous, mettons, les mêmes besoins de circulation, et ainsi de suite. Et donc là, en habitant, elle traduit mieux, cette personne, ce qu'on doit faire en tant qu'habitant. Et donc petit à petit, on rend l'architecture, on la remet justement dans ce quotidien. À quel moment une idée ou un désir ou une envie devient un acte d'architecture? Des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est simplement un acte de vie. Mais quelquefois, hop, il y a un tout petit truc qui apparaît. Cet acte de vie entraîne une chose qui relève de la construction, donc de l'architecture.
Et donc, c'est la permanence. Alors, c'est sûr qu'on dit, mais voilà, mais moi, je pense que, je vous ai donné tout à l'heure comme exemple, mon metteur en scène préféré, c'est Stanley Kubrick, il n'a fait que 13 films, voilà, du tout. Et considéré comme, voilà, c'est une œuvre complète, donc on n'a pas besoin de faire 100. Ça sert à rien, parce qu'après, on a une agence avec 100 personnes, ou 200 personnes. Chez Jean-Michel Villemotte, ils sont 240. Je me dis, mais comment tu fais? Il fait une tour là, un truc, un hôtel, un truc. Comment il fait? Il refait toujours la même chose. Voilà. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc, je pense que dans un monde très, peut-être globalisant, il est possible que, y compris par l'informatique, vous l'avez vu, il y ait un retour à un travail individuel. Il y ait un retour à un travail autonome. Soi-même envoyer, faire son courrier et tout. C'est un travail qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Tous les hommes avaient une secrétaire femme, par exemple. Maintenant, les hommes tapent à la machine, parce qu'au début, ils ont pensé que l'ordinateur était un outil de pouvoir, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont devenus eux-mêmes leurs propres secrétaires. Donc, je pense que c'est la vie, quoi. Moi, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que je voudrais faire pour moi? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire? La personne que je rencontre, qu'est-ce que je veux faire pour elle? On ne peut pas construire pour quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas. Même si c'est une personne qui n'est pas une amie ou un ami. Mais on ne peut pas... C'est un maître d'ouvrage qu'on doit connaître, qu'on doit regarder dans les yeux. C'est un débat qu'on doit entretenir avec lui. Mais c'est une stratégie, en effet. C'est une stratégie. Hein. Mais ce n'est pas une stratégie pour tromper. Hein. C'est une stratégie pour entraîner le plus grand nombre. C'est pas une stratégie pour passer, certains disent que je saute les obstacles ou que j'évite l'obstacle. Non, au contraire, c'est une stratégie pour nommer l'obstacle. La prochaine fois, on le fera dehors, vous verrez, il fait froid, là, on sera bien serré. Là. Oui. Est-ce que vous pensez que le métier d'architecture, enfin, vous parlez beaucoup d'œuvres, de gestes artistiques. La question est simple, mais vous pensez que c'est le rôle d'un architecte? Parce que vous parlez aussi du travail de Lacaton et Vassal, et quand on le regarde, on n'y voit pas de choses très reconnaissables. Enfin, on la reconnaît, mais bon. La question? Est-ce que l'architecte est un artiste? Oui, moi je pense que de toute façon c'est un métier... Alors je vais recommencer pour bien enfoncer le tout. L'architecture est populaire. C'est populaire. Il y a des monuments savants, mais l'architecture est avant tout populaire. Et moi je pense qu'il y a un art populaire. On aurait tendance à dire qu'il y en a eu un, il n'y en a pas. J'ai donné comme exemple comment vous vous habillez. C'est une forme de mode populaire. Voilà, la musique, telle que c'est une forme d'art populaire. Il y a une musique savante, mais il y a à un moment donné, il y a une base comme ça. Et donc l'architecture, elle a quitté justement ce qu'on a appelé l'architecture vernaculaire. Elle était des fois faite comme une architecture économe, et donc essentiellement une architecture de besoin, se protéger et tout, mais elle a été quand même très souvent une architecture de culture. C'est pour montrer sa culture, c'est pour montrer ce que l'on sait faire. Et donc, je pense qu'il y a dans l'architecture, et c'est pour ça que c'est un art magnifique, parce que c'est un art qui nous... d'ailleurs, l'art de bâtir, ou l'art urbain, ou l'art de vivre, voilà. Il y a une dimension technique, une dimension scientifique, technique, il y a une dimension très rationnelle, mais il y a une dimension plastique, et il y a une dimension éventuellement d'appropriation, voilà, de complément. C'est une œuvre complétée, c'est une œuvre transmise et complétée. Et donc moi j'ai travaillé pendant très longtemps justement sur ça. Peut-on faire renaître ou revivre ou redonner sens à l'architecture? Et est-ce que ce sens, il peut être donné par la société dans laquelle on vit? Donc pour moi, elle est culturelle. L'architecture est culturelle. Et donc, alors elle n'est pas artistique comme l'œuvre artistique, qui, elle, à notre époque, au XXe siècle et au XXIe, est une commande
sans commande, parce qu'on pourrait dire que l'artiste définit lui-même l'œuvre qu'il réalise. C'est une œuvre sans contrainte. Elle est contrainte par le marché, puisque l'œuvre après va être présentée, mais nous, elle est contrainte aussi par le marché, mais on est plus nombreux à participer à la commande. Et on est plus nombreux à en définir donc la place de chacun. Et c'est pour ça que ça passe par tout ce que je viens de vous dire, il faut élargir le champ de la commande. Le concepteur peut être dans la commande, l'habitant peut être dans la commande, et le commanditaire peut être dans la commande, et le commanditaire peut être l'usager de la commande. Oui, donc alors, elle est plus ou moins artistique. Alors c'est sûr que moi je suis très proche de Lacaton et Vassal, eux ils ont plus travaillé sur le procédé, en considérant qu'il fallait revoir les procédés de construction pour construire plus d'espace, plus de volume, éventuellement moins cher et ainsi de suite. Et moi je suis plus dans le process. Moi ce qui m'intéresse c'est comment elle se fait. Les deux choses sont complémentaires, c'est les deux extrêmes. Mais on est très proches l'un de l'autre, c'est un peu comme ce face-à-face. Quoi. Quand on se voit, moi je laisse faire, d'ailleurs eux-mêmes disent au début que je construisais comme un cochon, parce qu'eux construisent de manière très précise, et considérant que tout doit être pensé. Et moi je laissais faire, pensant que le laisser faire était l'expression du mal-faire de la société dans laquelle on est. Et que toute l'architecture, autre que la leur, est une architecture qui cache le mal-faire. Donc j'ai fait pendant très longtemps une architecture de mal-faire pour voir le faire et éventuellement tirer une leçon de cela. Peut-on mieux montrer le mal-faire, qui est peut-être le reflet de la société dans laquelle on est au niveau du travail manuel? Peut-on montrer un travail manuel mal fait ou, en montrant le travail manuel mal fait, recomprendre celui qui est bien fait? Donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. On me disait, mais tu ne peux pas laisser ça comme ça. Mais j'y sais fait comme ça. Je ne peux rien. Je ne vais pas le cacher avec une feuille de plâtre et tout. Je vais le laisser comme ça. Ce sera une leçon de l'état des fers, ou de l'état de faire. Et donc, c'est assez drôle parce qu'il y a eu une autocorrection naturelle. Et si vous faites un chantier, j'ai fait un essai, mettons, vous faites un chantier, vous dites, je m'en fous comment c'est fait, je veux que ça marche. Alors, il y en a qui en profitent, c'est mal fait. Après, il y en a un, il est obligé de bien faire parce que ça ne marche pas. Mettons un plombier, il peut mal poser le tuyau, mais il ne peut pas se tromper dans la section du tuyau. Il n'y aurait pas d'eau, par exemple. Alors après, il y en a qui se foutent de sa gueule, ils disent, mais t'as vu comment t'as posé le collier? Je dis, moi, le collier, je m'en fous, ce que je veux, c'est l'eau. Ce que je veux, c'est l'eau sans bruit. Alors peut-être qu'on s'en contrefout du collier, ou peut-être qu'il faut mettre moins de collier. Et du coup, il y a une situation comme ça de joie. Ah, ben attends, moi, c'est tellement chiant de mettre des colliers, je ne mets plus de colliers. Ah, maintenant, je vais sceller au plâtre les tuyaux et tout. Et donc, je pense que ça passe par un acte de faire qui est chargé de culture, qui n'est pas une œuvre d'art, c'est pas pareil, mais qui est assimilable à un art populaire. Mais même sur l'immigration, j'ai fait un essai, mettons, je sais pas, moi j'ai travaillé avec Daniel Buren, et Daniel a une très grande admiration pour un peintre américain qui peint, voilà, c'est une peinture ineffable, comme il dit, c'est une peinture très blanche, comme ça. Et donc, beaucoup de gens disent, voilà, il n'y a rien et tout. Donc un jour, je me suis dit, mais je vais faire une architecture où je pense que tous les blancs ne sont pas identiques. On peut prendre un même râle et donc donner à différents peintres, en fonction des outils, des différents pinceaux, des rouleaux, de l'épaisseur de la peinture, voire même de la culture de la personne qui peint, qui elle-même n'a jamais peint avec un pinceau, avec un rouleau par exemple. Et vous donnez un chantier, mais donc comme ça, et vous dites, tiens, il y a, je sais pas, un Sénégalais, un Arménien, un Kurde et tout. Bon, allez, chacun une pièce, chacun le même blanc, vous choisissez vos outils. Et ben, c'est assez surprenant. Quelque chose qui pourrait apparaître comme mal fait par un peintre sénégalais au prétexte que, mettons, il ne rechampille pas, il ne tire pas un trait droit, va introduire un blanc généreux que le blanc, je sais pas, du Serbe ou je sais pas quoi, aura le satin, il aura la réflexion de la lumière, mais il n'aura pas la garniture, il n'aura pas la chair du blanc. Donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose. Voilà. Dans la cuisine, c'est pareil. Hein. Il ne suffit pas de lire un livre de cuisine pour faire une cuisine. Il faut mieux faire la cuisine sans lire de livre de cuisine. Il faut mieux être imprégné de la culture de la cuisine que sa famille lui a donnée et se lancer que de commencer à peser et enchaîner. Ça, à tous les coups, ça ressemble à la photo, mais c'est mauvais.
Et l'architecture est comme ça. L'architecture est comme une architecture faite dans un livre de cuisine. Elle se ressemble. Quelquefois, elle est mieux que les autres, c'est sûr. Hein. Mais quelquefois, il suffit de faire un tour sur le campus. Hein. On voit déjà celui qui a été retenu parce qu'il avait fait une maquette, par exemple. Celui qui était déjà très performant en perspective. Il manque les voitures d'enfants et les palmiers, c'est tout. Mais... au premier plan, bien sûr. Et on pourrait faire une analyse critique. Moi, je le faisais à Nantes, et on se promène dans la ville nouvelle, ou je sais pas, dans le Marais, à Paris, peu importe. Et on fait, est-ce que vous êtes capable, vous, en tant qu'architecte, d'être critique, hein, y compris sur le point de vue que tu viens de développer, voilà, de dire où y a-t-il ou pas manifestation artistique, et y a-t-il plus d'art de vivre, plus de plaisir à vivre dans l'une ou dans l'autre. Ouais, ça fait. Bonjour. Donc moi je crois beaucoup à l'idée d'être locataire de la terre, d'aller vers plus d'habitats démontables, évolutifs, qui pourraient évoluer en fonction des besoins et qui ne soient pas forcément tout en béton, etc. Et en fait aujourd'hui on a le droit par exemple de construire une maison en béton qui va être peut-être très moche sur un terrain constructible, mais sur un terrain non constructible ou agricole, ben, ça devient déjà très compliqué d'obtenir des autorisations, même pour construire une maison légère qui aurait peut-être aucun impact sur l'environnement. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il existe quelques vides juridiques pour construire des maisons troglodytes ou même créer un bassin et construire une maison flottante. C'est un vide juridique aussi. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez un peu de ce genre de projet et si vous voyez d'autres solutions à ça. Tu vois, ça qui est bien, c'est que tu donnes déjà une réponse en partie à la question que tu te poses, quoi. Et tu pourrais aller un peu plus loin. Il y a une réglementation avec laquelle j'ai fonctionné qui s'appelle les HLL, les habitats de loisirs légers. Et les habitats de loisirs légers, ils peuvent être construits sur des terrains non classés pour être construits, et au prétexte qu'ils n'ont pas de fondation. Voilà, ils sont mobiles. Et donc, mais après, c'est le nombre. Tu ne peux pas construire plus de X HLL sur la même commune et tout. Mais moi, j'ai réussi comme ça à le faire. Même sur un terrain agricole, c'est possible? Oui. D'accord. J'ai fait sur un terrain agricole. Mais là, j'ai fait une école, admettons, à Arles, pour les éditions d'Actes Sud. Et ils avaient un mât en Camargue, dans la plaine de la Crau, qui avait été en grande partie démoli. Et ils voulaient faire l'école dans ce mât qu'ils possédaient. Et donc, quand on a fait le projet de mettre l'école là, on a eu un plan à risque. Donc, il y a un plan qui est défini qu'il y a des zones à risque. Et là, c'était une zone inondable. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que la courbe de la crue du Rhône passait juste sur le mât. Et donc, quand on y est allé, nous, on ne voyait pas quelle différence il y avait. Le sol était à peu près plan. Il n'y avait aucune différence. C'est très plat, le delta du Rhône. Et donc, on ne voyait pas pourquoi ça passait sur... C'est sûrement quelqu'un qui avait fait ça pour être sûr que ce mât disparaisse. Et c'est quelqu'un qui considérait que le delta du Rhône doit être sans construction pour assurer les flux des eaux, retrouver et tout. Donc, on a discuté, on a fait faire des nouveaux relevés de géomètres pour savoir quelle est la différence. Elle était de 20 cm à peu près, cet endroit-là. Donc on a obtenu la révision du PPRI par une confrontation réelle sur le terrain. Donc, et du coup, on a pu faire l'école. Mais mettre une école là, c'est interdit, puisque le terrain n'est pas classé pour faire une école, et qu'éventuellement, s'il y a 20 cm d'eau tout autour, ça peut retarder les véhicules de secours pour venir à l'école. Donc du coup, j'ai essayé de savoir comment je pourrais faire pour qu'il y ait une école à cet endroit. Donc j'ai lu, donc vous pourriez l'acheter, le Code de l'éducation, sur la réglementation sur les constructions scolaires, et vous apercevez que dans le Code de l'éducation, il y a une disposition qui existe qui dit qu'une école peut être sans lieu, puisqu'il peut y avoir une école qui se déplace pour l'enseignement qu'elle dispense. Par exemple, tu ne peux pas, être archéologue
si tu ne vas pas sur un site archéologique. Tu ne peux pas être archéologue dans l'école d'archéologie. Donc tu peux avoir une école dans laquelle il y a l'enseignement de l'archéologie, l'université, mais tu peux aller après sur un site archéologique qui est dangereux. Par exemple, il peut être pollué, il peut être inondable, ainsi de suite. Donc on peut avoir un endroit conforme et aller sur un endroit non conforme, y compris pour l'objet de l'étude. On pourrait emmener un enfant d'une école primaire pour aller voir, admettons, ce que c'est qu'une crue. C'est plus facile que de l'expliquer sur un livre. Ou emmener un enfant pour voir ce que c'est qu'une pollution, même si c'est risqué. Ou emmener un enfant voir une vache, par exemple. C'est mieux que d'avoir un escargot sur le radiateur de la classe. Et donc j'ai commencé à dire ça, j'ai dit donc on va réhabiliter ce mât, mais ce n'est pas l'école. Moi je vais prendre une adresse dans Arles, qui sera l'adresse de l'école, et le matin, quelquefois, ou pendant un certain temps tout le temps, nous irons dans ce mât parce qu'on est reçu par un agriculteur. Et donc j'ai fait une classe verte, on pourrait dire. Parce que ça existe, les classes vertes, les classes patrimoine et tout. Et après, donc du coup, je me dis, mais en fin de compte, c'est peut-être ça, c'est peut-être une école agroécologique. Peut-être qu'il faut emmener un enfant sur le terrain pour en former un écologiste, par exemple. Il ne faut pas lui apprendre l'écologie. Et donc c'est assez marrant. En allant lentement comme ça, j'ai mis longtemps, presque 3 ans, j'ai entraîné l'ensemble de la collectivité locale, les autorités à autoriser, parce qu'ils savent très bien que les enfants sont dans cette école, qui n'est pas une école. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est nommer autrement, mais c'est ne pas tromper, ne pas mentir, ne pas mépriser. C'est aller jusqu'au bout du raisonnement, et si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est tout. Mais l'expérience est faite. D'accord, merci. Vous avez parlé à un moment donné de l'idée d'avoir un retour critique, non savant en quelque sorte, sur l'architecture, à l'image du cinéma. Est-ce que ça veut dire que ça implique une architecture qui serait appropriable par tous, ou qu'est-ce que ça impliquerait en fait, ce retour critique public finalement? Je pense que vous avez un autre cours, c'est ça? Voilà. Bon, ben... Non, on va s'arrêter à cette question, mais j'ai voulu le démontrer pour deux, et pour un équipement culturel, et pour un logement social. Pour un équipement culturel, j'ai construit un équipement culturel pour une personne qui souhaitait absolument que je le construise, c'est le lieu unique à Nantes. Donc je l'ai fait pour une personne, et on m'a dit, mais quand il partira, on ne peut pas faire une architecture pour personne, ça n'existe pas. On ne peut pas faire une architecture où il n'y aurait pas d'utilisateur. Peut-être que quelqu'un ira au lieu unique au départ de Jean Blaise, parce que Jean Blaise en aura fait un lieu emblématique et que la personne qui prendra la suite de Jean Blaise devra modifier ce lieu pour éventuellement l'adapter à ce qu'elle voit, elle. Alors j'ai donc proposé deux choses. Un, de faire un équipement très personnalisé pour la personne qui me le commandait, et deux, de faire un équipement non fini, c'est-à-dire ce que la Caton-Vassal avait considéré comme construire comme un cochon, c'était de dire, c'est non fini pour qu'il ait le courage ou l'envie ou qu'il ne soit pas impressionné par la modification qu'il apporterait pendant qu'il l'occuperait. Et donc, il y a ma vision, on était plusieurs, il y a sa vision en tant qu'usage qu'il va transmettre à quelqu'un qui se sentira prêt à le transformer parce qu'il est encore ouvert. Voilà. Donc la preuve, c'est que Jean Blaise est parti, que c'est un Suisse, Patrick Giguère, qui a pris la suite. Il m'a tout de suite appelé en me disant « J'aimerais que ce soit toi qui fasses cette transformation ». J'ai dit « Il n'en est pas question. Moi, c'est déjà de l'histoire ancienne, mais tu prendras, maintenant elle est architecte, elle à son compte, la personne qui avait travaillé avec moi quand j'ai fait le lieu unique. Donc c'est Nicole Concordet qui a fait la transformation pour Patrick Giguère. Après, pour le logement social, on a fait pareil. On a considéré qu'à un moment donné, les gens, contrairement à ce qu'on croit, s'approprient de manière très modeste leur logement, puisqu'ils n'ont pas le droit de transformer leurs logements sociaux. Puisque si on transforme un logement social et qu'ils le rendent à la fin d'un bail ou parce qu'ils déménagent, ils doivent le remettre dans l'état d'origine. Et s'ils ne le remettent pas dans l'état d'origine, c'est l'office HLM, en gros, qui pénalise le locataire dans sa remise à l'état, soit par une pénalisation financière, soit en ne lui redonnant pas un logement social, en considérant qu'il ne respecte pas la propriété sociale. Alors du coup, j'ai fait un essai, justement, de prendre un logement, parce que vous allez travailler sûrement sur ça. Il y a eu un logement social qui a été construit pour une population
en état de marche, on pourrait dire, qui avaient du travail, une immigration que l'on faisait venir parce qu'il y avait du travail, une famille qui se constituait, donc une démographie souhaitée, donc qui avait des parents, des enfants. Aujourd'hui, on va avoir un logement social occupé par des gens qui vont devenir grabataires. Donc, devra-t-on nous séparer des gens vieux qui habitent des logements sociaux grands, qui étaient des logements sociaux quand ils avaient leurs enfants? Donc, ça veut dire qu'on va faire, pour la première fois, un déplacement de population à un moment de sa vie où on n'a pas envie de changer de logement. Et on peut peut-être même voir aujourd'hui qu'il y a des familles qui ont des enfants au chômage, qui ne peuvent pas donc accéder au logement social, et que les gens logent leurs enfants, c'est-à-dire partagent des appartements pour les donner à leurs enfants, voire même mentent, vont ailleurs et les cèdent à leurs enfants, toutes eux en continuant à payer leur loyer. Donc on s'aperçoit que le logement social commence à rentrer dans le droit commun. On doit garder un logement, on doit le transmettre, on doit pouvoir accueillir dans son logement, enfin c'est le b.a.-ba quand même d'un logement. Alors du coup j'ai travaillé sur une opération où j'ai gardé tous les gens dans leur logement en transformant leur logement qui allait être détruit, en réparant leur logement avec l'argent de la destruction, pour qu'ils puissent librement, s'ils voulaient, changer de logement, mais non pas autoritairement les faire changer de logement. Donc que ce soit eux qui mettent une touche de l'histoire de leur habitation dans ce logement pour la transmettre à quelqu'un qui viendrait. Bon, 80% des gens n'ont pas voulu partir. Mais en tenant ce discours, j'ai garanti que les gens ne partiraient pas. Personne, même le préfet, n'avait pas vu le piège. Parce que dès le moment où j'ai fait travailler une femme seule, qui avait plus d'enfants, enfin ils étaient partis, son mari qui était mort, et qu'elle avait donc un grand logement, et que j'ai nommé ce logement comme étant le sien, et qu'elle a pris possession de ce logement, elle a défendu l'idée un jour devant la commission d'attribution, comme quoi c'était quand même normal qu'une grand-mère loge ses petits-enfants. C'est le b.a.-ba que des petits-enfants puissent voir leur grand-mère et coucher chez elle. Elle n'allait pas avoir un studio et ne pas pouvoir recevoir ses petits-enfants. C'est assez drôle. C'est elle-même qui, par l'appropriation, a changé. Et plus personne n'a parlé justement de reprise d'un logement social au sens que c'est une propriété sociale appartenant à tous, mais tout le monde a considéré que cette propriété sociale était leur propriété et qu'ils en avaient la jouissance. D'ailleurs, c'est le terme, on est compte, on appelle jouir de sa propriété ou de son appartement. Et donc, vous voyez, c'est pas un piège que j'ai tendu. C'est en réintroduisant la vie, en réintroduisant la réalité, que j'ai remis l'office, le préfet, les gens, parce que c'était pas la vie. Il n'y avait pas la vie là-bas. C'était le début de la mort, quoi. Ils allaient mourir, on allait les mettre dehors et tout. Et donc, en plus, c'était marrant parce qu'ils avaient créé une association qui s'appelle Rase pas mon quartier. Et ces gens-là n'avaient pas une vision, comme je disais tout à l'heure, théorique sur la table rase, par contre. Mais ils appelaient ça Rase pas mon quartier. Et ils étaient très vieux, donc pour beaucoup. Et c'est comme s'ils avaient d'ailleurs un regard enfantin sur la ville. Ils voulaient rester là parce qu'il y avait des gens qui jouaient dans la rue, parce qu'ils pouvaient éventuellement s'asseoir dans la rue. Et tout. C'est très... Mais il faut réintroduire la vie. Il faut réintroduire votre vie et la vie. Et elle est plus forte que tout. Le reste n'est que passager. Et la transmettre. Hein. Donc, soit en faisant des enfants, soit en transmettant son expérience à d'autres. Non, mais de toute façon, vous faites un métier incroyable, parce que vous faites un métier où tous les jours, tout ce qui vous entoure, c'est votre métier, quoi. L'acoustique, la température, je sais pas quoi, l'encombrement, tout est de votre métier, quoi. Tout relève. Donc vous êtes tout le temps en train de vous former, quoi. C'est pas qu'à l'école. Dès que vous sortez, vous allez aux toilettes, c'est un métier, quoi. Pourquoi le robinet comme ça, pourquoi les toilettes comme ça, la pissotière comme ça, la ventilation comme ça, tout est votre métier. Et donc tout le temps, vous pouvez analyser, vous pouvez avoir un regard critique permanent sur ce qui vous entoure. Et vous pouvez en discuter avec des gens qui ne sont pas des architectes, ce qui a été mon cas. De fuir la corpo et plutôt parler avec ce qui n'est pas dans la corpo. C'est bon? Ah non. Je me permets une dernière question sur un thème que j'ai du mal
dont j'ai du mal à faire le tour, en fait, c'est la question du rapport aux assurances. En fait, aujourd'hui, donc, on doit faire la démonstration avant d'avoir bâti qu'au regard de l'assurance, l'ouvrage est assurable. Est-ce qu'il existe déjà, ou est-ce qu'il existerait, si on se repose la question de sa responsabilité, une possibilité de bâtir et que l'assurance, si elle a raison d'exister, et sûrement une très bonne raison d'exister, vienne voir cette construction au cas par cas pour décider de son assurabilité ou pas, en observant le chantier dans son avancement et ensuite l'ouvrage terminé à la réception. Alors déjà, ce qui est terrible, c'est que tu continues à voir des constructions qui se font et qui, le jour de l'inauguration, sont emballées par des filets. Donc ça veut dire qu'il y a des architectes qui continuent, des ingénieurs, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, qui continuent d'accepter une prestation dont on sait qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle ne marche pas. Donc ça veut dire que ça ne protège pas. Ça permet donc... Alors, quel est le lobby qui est derrière ça? Il y a sûrement un lobby derrière qui dit qu'on ne peut pas ne pas continuer à coller, mettons, du carrelage avec une colle sur une façade qui elle-même n'est pas sèche et tout. Enfin voilà, on s'en fout. Voilà. Donc, alors que peut-être qu'il y a des architectures qui ont eu 30 ans avant un carrelage, à une époque où on posait un carrelage au mortier et non pas à la colle, et que le carrelage tenait. Donc, du coup, ce qui est agréé par les assurances n'est pas obligatoirement garanti de non-sinistre. Et ensuite, moi, je n'ai eu que 2 sinistres dans toute ma vie. 2. Donc, ce qui prouve que si tu prends tes responsabilités et que tu regardes bien, au moment où les choses se construisent, à entendre celui qui conçoit avec toi et celui qui construit pour toi, pour que tu te garantisses toi-même, avant tout, avant l'assurance, que l'ouvrage que tu vas faire est un ouvrage de bonne qualité, thermique, acoustique ou structurel, tu vas limiter voilà, les contentieux et les risques. Donc l'assurance ne vient pas a posteriori. Mais moi, ma compagnie d'assurance, elle considère que je suis quand même un architecte qui ne lui coûte pas cher, parce que j'ai payé et je n'ai eu que 2 sinistres. D'ailleurs, quand j'ai eu ces 2 sinistres, elle était très surprise. Elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et je savais que je l'aurais, le sinistre. J'ai fait une piscine et je savais que le carrelage, c'est pour ça que je parle en connaissance de cause du carrelage, je savais que j'aurais ce sinistre. Parce que entre la colle qui était obligée pour des raisons d'hygiène, parce que maintenant c'est des colles qui doivent être complètement, enfin des joints qui doivent être complètement non poreux, hein, et entre le carrelage qu'il fallait faire pour que ça ne glisse pas, et comme je ne voulais pas mettre d'antidérapant et tout, et que l'ouvrage tel qu'il avait été fait dans les mauvaises conditions du bassin en béton, je savais que j'aurais une dilatation le jour où on viderait le bassin, et ça n'a pas tardé. On a mis le bassin en eau pour vérifier s'il était avec des fuites, avec de l'eau froide, on l'a vidé pour finir, et après on l'a chargé en eau chaude, il s'est dilaté, et voilà, il a fui. Donc je savais que j'aurais la fuite. Donc du coup, c'est te mettre toi dans une disposition où l'entrepreneur que tu choisis, tu le choisis en fonction de son savoir-faire et non pas d'un label à la con, tu vois ce qu'il a fait. Ensuite, tu fais attention pendant tout le chantier que, en effet, l'ensemble des gens qui donnent un avis, y compris le poseur, qui a un avis, oui. Contrairement, il n'y a pas que le technicien qui a un avis, il y a le poseur qui a un avis, qui dit, voilà, les conditions ne sont pas bonnes sur le plan de la température, c'est pas la peine d'avoir un thermomètre. Et donc, si tu fais ça, eh bien, tu peux expérimenter des matériaux jusqu'à, parce que moi, j'ai été maître d'ouvrage, pour répondre à la question de la maîtrise d'ouvrage, j'ai tenté un jour d'être maître d'ouvrage pour voir si je pouvais commander plus librement à un architecte en tant que maître d'ouvrage. Et j'avais donc une crèche à construire à la friche de la Belle de Mai, dans un ancien bassin de la Saïta dont les murs faisaient 1,20 m d'épais. Et donc on a exigé, et en pierre, et donc Mathieu Poitvin faisait un bâtiment en bois à l'intérieur, comme une cage sortant du bassin magnifique avec une terrasse dessus et tout. Et donc le bureau de contrôle, pour être conforme à la règle thermique, voulait qu'on mette un bardage à l'extérieur en métal pour protéger donc ce mur en pierre qui, lui, risquait d'être conducteur de l'humidité. Et donc, il voulait qu'il y ait un bardage, de la laine
comme je dis toujours, c'est comme mettre son slip sur son pantalon. Voilà, la laine sur de la pierre. Et donc, il y avait 1,20 m d'épais. Mathieu avait fait un vide. Et après, elle ne voulait pas, parce qu'il n'avait pas le mode de calcul dans ce sens-là. Et donc, moi, j'ai dit, je ne mettrai jamais de bardage à l'extérieur, parce qu'à côté, j'avais des aires de jeu pour enfants, dont des skates et autres. Je savais que je satisferais, au moment de la livraison, le calcul, mais que 8 jours après, j'aurais plus de bardage, plus de laine de roche et tout. Et voilà. Et j'ai donc écrit une lettre de décharge. Voilà. Mais donc, des fois, moi, j'ai obtenu de mon maître d'ouvrage en disant, vous êtes d'accord que sur ça, dans le temps long, c'est vous qui paierez la réflexion du bardage sans cesse et tout, va être tagué et tout. Et donc, à ce moment-là, tu obtiens une décharge. Mais encore une fois, c'est une négociation. Oui. Dans la vie, tout est contrat. Oui. Tout est contrat. C'est ça, on est dans une société développée, tout est contrat. Même le contrat je sais pas, le Pax, c'est un contrat, le mariage, c'est un contrat, les ventes, c'est un contrat, donc la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est un contrat, un marché passé avec un entrepreneur, c'est un contrat, et donc il faut respecter les contrats. Pardon, si je posais la question, c'est encore moi. Si je posais la question, c'était par rapport à certains matériaux non normés ou non certifiés, comme peut l'être par exemple la terre crue ou certains matériaux de réemploi dont on n'aurait pas absolument accès. Mais je suis d'accord, mais à ce moment-là, alors c'est peut-être ça, le permis de faire. Oui. Ça serait de dire, dans ce cas-là, si on dit qu'il faut construire de développement durable et éventuellement construire avec de la terre pour vérifier, alors, à titre expérimental, on peut considérer que nous faisons, pour y compris devenir jurisprudence, pour qu'après on puisse inclure la terre. Oui. Mais, moi j'ai déjà fait, si tu veux, j'ai fait un essai, mettons un jour, un truc à faire tomber quelqu'un dans la folie, quoi. C'est de dire, tu peux acheter du bois en Afrique, donc on le voit bien, on déforeste l'Afrique, et tu peux faire une fenêtre de mer de gym, par exemple, que tu poses et qui ne marche pas avec ses joints et tout, mais tu ne peux pas faire une fenêtre en Afrique, avec le bois africain, c'est interdit. Donc j'ai fait un jour un essai de dire, moi je veux faire mes fenêtres en Afrique, puisque le bois est là-bas, et donc la fenêtre, elle sera faite par un Africain qui est un très grand menuisier, qui va peut-être trouver un joint différent et tout. Je vais lui donner un objectif à atteindre, et je poserai cette fenêtre. Donc il a fallu que je déclare la fenêtre comme œuvre d'art, pour qu'elle soit qu'elle n'ait pas l'obligation du label. Et c'est assez drôle, je dis, mais c'est une œuvre d'art. Il me dit, c'est pas une œuvre d'art, je dis, on va montrer la pissotière d'un tel, ou je sais pas, le porte-bouteille et tout. Donc pour moi c'est une œuvre d'art. Vous pensez que j'en ai pas une, moi ça en est une. Et donc je l'ai fait rentrer en France comme œuvre d'art. Et je l'ai posée comme œuvre d'art. Donc ça peut servir. Allez. Je vous laisse, sinon on va finir.